Bienvenue à tous et à toutes. Donc, je suis Paul de Maupoux. Je suis ravi de passer l'heure qui vient avec vous. Nous allons parler de comment choisir son école de commerce post-bac. On va passer 1 heure ensemble. Moi, je suis un des fondateurs de Parcours. Parcours, c'est du tutorat et des stages de vacances. On accompagne des élèves du collège et du lycée depuis maintenant 7 ans sur le sujet des devoirs et sur la scolarité plus généralement. On accompagne 3000 élèves au quotidien et je suis le directeur de la prépa Sésame Access. Je vous prie de bien couper vos micros. Vous pouvez utiliser le chat. On va répondre à vos questions tout au long de la conférence. Et si vous le voulez bien, vous pourrez consulter un peu plus dans le détail peut-être un replay qui sera disponible et qui vous sera envoyé dès demain. Donc, merci de votre patience. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout au long de la conférence. Et si on a un peu de temps à la fin, ce sera avec joie de répondre peut-être à quelques questions en live. Juste pour mémoire, les écoles de commerce post-bac, elles sont accessibles via deux concours qui s'appellent Sésame et Access, qui ont respectivement lieu le 11 avril et le 15 avril. Et donc, vous avez encore, les élèves de terminale qui m'écoutent, plusieurs mois pour vous préparer. Aujourd'hui, on ne va pas parler du détail de Sésame et du détail d'Access, deux concours qui ont leur spécificité. On va y consacrer 2 conférences juste après les vacances de Noël. Je vous donnerai les dates tout à l'heure, mais ce soir, on va essayer plutôt de rentrer dans le détail des écoles de commerce post-bac et je vais essayer de vous aider à distinguer ce qui pourrait être peut-être votre top 5 ou votre top 10 des écoles de commerce post-bac, en rentrant vraiment dans le détail et en analysant aussi ce que disent les étudiants de ces écoles. Parce qu'en fait, si on décortique les sites internet des écoles, bah, on a une information qui est très chouette, qui est assez enthousiasmante, mais qui est peut-être seulement partielle. Donc nous, on a été à la rencontre d'étudiants du supérieur qui sont dans ces écoles, l'ESCAL, l'IESEG, euh, et, euh, on va essayer de vraiment les questionner ce soir pour que vous ayez une idée qui puisse être peut-être un peu plus personnelle. Je suis désolé, mon écran n'était pas bien partagé jusque-là. Donc ça y est, je pense que ce sera assez intéressant d'avoir quand même un peu le support sous les yeux. Euh, je vous propose qu'on attaque. Donc, pendant la conférence, on va traiter 5 grands sujets. Le premier, c'est quelles peuvent être des motivations légitimes pour choisir une école de commerce. Pourquoi cette voie plutôt qu'une autre? Le second sujet, ce sera à quoi est-ce qu'on doit se préparer? Finalement, c'est quand même un peu le saut dans le grand bain du supérieur, une école de commerce post-bac. Donc, on va essayer de définir et d'identifier assez clairement ce qui peut être de bonnes surprises de la découverte du post-bac pour les lycéens qui vont se lancer dans cette voie. Le troisième élément de la conférence, ce sera est-ce qu'il y a un profil type de lycéen recherché par les écoles de commerce post-bac? Je vous rassure, il ne faut pas trop s'inquiéter, mais il faut quand même se poser la question. Et le quatrième élément de la conférence, ce sera quel peut être un top 10 des écoles de commerce post-bac. Donc, on va essayer de se baser sur plusieurs critères pour vous donner le nôtre, mais vous pourrez vous faire votre propre idée. Et pour finir, pour vous donner peut-être toute la latitude et vous laisser faire vos propres choix, eh bien, cinquième item, sur quels critères peut-on choisir une école de commerce? Donc, on fera peut-être un petit condensé des critères qui peuvent vous aider à correctement choisir votre école. Pourquoi une école de commerce? Bon, c'est quand même une bonne question. Peut-être que vous vous dites, oh, mais j'ai pas besoin de traiter ce sujet, je suis sûr de moi. Je pense que c'est important de revenir un peu aux basiques et de se poser la question de finalement quelles sont les motivations qui peuvent être vraiment légitimes et est-ce que je rassemble suffisamment de légitimité pour me dire, ah, ça peut être fait pour moi, cette voie peut être faite pour moi. Euh, Dans les motivations, je pense que la première, c'est l'image de marque de ces écoles. C'est pas juste une image de marque qui
et flatteuse ou qui serait peut-être même pas tout à fait méritée. Non, c'est une image de marque parce qu'en fait, les services de ressources humaines connaissent très bien ces écoles de commerce dont on va parler et c'est comme un label. C'est comme un label, elles sont connues de tous et de toutes et donc elles rassurent les services de ressources humaines et elles certifient des compétences. Et donc, il y a une vraie confiance dans les services de ressources humaines euh, vis-à-vis d'écoles de commerce qui, en fait, ont, pour certaines, plusieurs dizaines d'années et qui, d'année en année, forment des jeunes qui ont vraiment les compétences attendues dans le monde professionnel. Donc, je pense que ça peut être une bonne motivation d'aller chercher une école de commerce pour essayer de chercher un label qui va pouvoir donner de la consistance à votre CV. La deuxième motivation me semble être le large réseau professionnel auquel on accède grâce à une école de commerce post-bac. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'IESEG, qui est l'école numéro 1, on ne va pas arrêter d'en parler pendant la conférence, rassemble 10 000 alumni. Ce qu'on appelle alumni, c'est des anciens de l'école, pour que vous compreniez. Donc, c'est des adultes qui sont passés par l'IESEG, qui ont fait l'IESEG comme école de commerce post-bac. Ensuite, il y a l'ESCA. L'ESCA, c'est 20 000 alumni. Donc, en fait, l'école qui pourrait être, en tout cas dans notre classement, la numéro 2, a 2 fois plus d'alumni que la première école. Donc, en fait, selon les critères qu'on va établir, eh bien, on peut arriver, vous le comprenez bien, à un classement un petit peu différent les uns des autres. L'ESDES, qui est l'école numéro 3 du concours Access, eh bien, elle rassemble 6 000 alumni. Donc en fait, euh, le nombre d'alumni est quand même hyper variable d'une école à l'autre et moi je pense que c'est vraiment un critère qui est important parce qu'en fait quand vous serez dans la vie professionnelle, eh bien il y a de vrais réseaux entre les étudiants d'une même école et donc quand on est ancien de la même école, bah, ça peut permettre de vraiment se serrer les coudes à un moment où on peut avoir un peu plus tard une recherche d'emploi à effectuer, que ce soit la première ou pour les jobs suivants. Ensuite, une troisième motivation, ça peut être la découverte de métiers et de secteurs d'activité. Et à travers quoi est-ce que ça se fait, ça? Ça se fait majoritairement à travers les stages et de plus en plus à travers l'alternance. Moi, je trouve ça intéressant de voir que les stages, c'est vraiment la norme dans toutes les écoles. Mais par contre, l'alternance, bah, d'une école à l'autre, c'est plus ou moins démocratisé. Donc, on va essayer de rentrer dans ce détail. Ensuite, il y a l'ouverture sur l'international. Eh ben, c'est amusant de voir que à l'IESEG, par exemple, eh bien, l'administration a fait le choix de ne pas miser sur des campus en propre à l'étranger. Des campus en propre à l'étranger, ça veut dire des campus de l'IESEG qui seraient basés à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui est monnaie courante, par exemple à l'ESCA, mais à l'IESEG, il n'y a pas de campus de l'IESEG à l'étranger. Donc, on ne peut pas faire les cours comme on pourrait les faire sur le campus de la Défense à l'étranger. Non. Si on veut aller à l'étranger, dans le cadre de l'IESEG, on doit forcément aller faire une année ou plusieurs mois dans une université à l'étranger. Et en fait, c'est des stratégies très différentes, mais ce que ça veut dire, c'est que bah, ça peut permettre d'avoir un cursus euh, euh, un peu plus fluide, peut-être, un peu moins aventureux aussi, de passer par une école qui a des campus à l'étranger et qui va vous permettre de choisir exactement le petit électif qui vous manque pour peaufiner, par exemple, votre parcours de finance, si vous êtes dans une école qui a des campus à l'étranger, qui donc propose exactement l'électif qui vous manque, alors que si vous partez en échange à l'étranger, bon, bah, c'est un petit peu plus l'inconnu. Les universités se sont mises d'accord dans les grandes lignes, mais ensuite, bah, parfois, il y a un sujet de langue, un sujet de niveau, et voilà, un peu plus d'inconnu. Mais en tout cas, l'école de commerce amène vers l'international, l'encourage à fond, et ce sont vraiment de grandes années d'ouverture. Enfin, la vie étudiante. La vie étudiante, ça peut être une super motivation aussi de rejoindre une école de commerce. Je ne pense pas qu'il faille que ce soit la seule.
mais c'est un super agrément pendant ces années étudiantes. Si vous rejoignez une école de commerce post-bac, vous allez, ou en tout cas vous avez de grandes chances de vous forger vraiment un nouveau cercle d'amis. Ça aussi, c'est vraiment une valeur ajoutée des écoles de commerce qui rassemblent, qui fédèrent grâce aux associations. Et donc, vous aurez l'occasion de vivre une expérience personnelle, franchement, et humaine très chouette, avec la promesse de nouvelles rencontres. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'IESEG, il y a 40 associations, à l'ESCA, il y en a 60. Donc les associations, c'est vraiment le quotidien de l'école et quelque chose de très, très développé dans les écoles. Donc c'est quelque chose que vous retrouverez à coup sûr. À quoi dois-je m'attendre en école? Ce qui va peut-être vous surprendre, c'est la grande latitude que vous avez. Vous allez avoir une latitude un peu dans votre organisation, dans votre assiduité quand même. Donc c'est assez important de faire preuve d'autonomie. C'est vous qui allez construire votre parcours. Souvent, en école de commerce post-bac, les premières années, c'est assez guidé. Les 3 premières années, il y a un socle de compétences à construire et donc vous allez, petit à petit, avoir de plus en plus de choix pour, construire votre propre chemin, en école. Surtout, au moment de la spécialisation, en master. Mais donc, il faut être un peu responsable de sa formation. C'est pas comme au lycée où vous avez un carnet de correspondance et que dès qu'il y a un pas de travers, bah, il est sanctionné. Non, en école, vous avez plus de latitude, donc ça demande un degré d'autonomie un peu plus fort. Les parents, je vous rassure, il y a un taux, de réorientation en cours d'école qui est extrêmement faible. Donc, à la faculté, on se rend compte que, bah, il y a des cursus de faculté où il y a parfois plusieurs dizaines de points de pourcentage de réorientation en cours de première année. C'est pas le cas dans les écoles de commerce post-bac. C'est davantage encadré. Peut-être qu'il y a aussi un esprit de promotion qui aide à faire en sorte que l'élève puisse vraiment passer d'année en année. Et puis peut-être un peu plus la possibilité de choisir ses électifs, construire son propre parcours, ce qui motive. Mais donc voilà, c'est important d'être capable de faire preuve un peu d'autonomie et de responsabilité. C'est des études supérieures. Ensuite, c'est des années franchement enthousiasmantes à vivre. C'est ce que je mettais. Bah ouais, parce qu'en fait, les stages, c'est l'occasion de découvrir plusieurs secteurs d'activité, plusieurs métiers. Enfin, c'est une découverte complètement incroyable de la vie professionnelle. Mais il y a aussi la possibilité de partir à l'international, de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles manières d'apprendre. Voilà, une multitude de rencontres. Donc ça va être des années très riches aussi bien avec de rencontres avec des élèves de votre école qu'avec des entreprises, en fait. Et je pense qu'il y a peut-être une troisième surprise, entre guillemets, voilà, qu'il faut pas sous-estimer, c'est l'école de commerce, ça va être un gros investissement financier. Qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? Ça veut dire que une année d'école, finalement un peu quelle qu'elle soit, ce sera environ 10 000 € une année, donc de l'année 1 à l'année 5, avec, on peut imaginer, si le campus est en province, et peut-être en ajoutant les frais d'alimentation, de la vie quotidienne, on peut imaginer qu'il faille ajouter à ces 10 000 € encore 10 000 €. Donc environ 20 000 € l'année, c'est assez conséquent. Mais je voudrais dire quand même une chose à ce propos, c'est que j'ai échangé par exemple avec Vincent, un étudiant de l'IESEG, et on en parlera tout à l'heure, qui a souscrit à un crédit cet été pour une partie de ses frais de scolarité. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, en tout cas ces derniers mois, mais il a réussi à avoir un taux de 0,8% à la caisse d'épargne. Donc ça montre que les banques sont quand même très favorables à financer un emprunt étudiant pour une école de commerce post-bac. Et donc, en général, les conditions restent très avantageuses. Quel profil pour une école de commerce? Donc là, j'ai un peu construit cette slide pour les élèves qui pourraient être en bac techno
par exemple, et qui se disent: «Mais, est-ce que ça peut être fait pour moi?» Ou les élèves qui se disent, «Bah, je suis pas forcément dans le top 5 de ma classe, en fait, j'ai envie de l'IESEG et j'ai l'impression que, bah, c'est la meilleure, il y en a peut-être 25 des écoles, mais moi j'aimerais bien avoir, la top 1 ou top 2, est-ce que j'ai mes chances?» J'ai interviewé pas mal d'étudiants qui sont dans ces écoles et je suis pas du tout tombé que sur des premiers de la classe. J'ai d'ailleurs rencontré assez peu de premiers de la classe. J'ai rencontré pas mal d'élèves qui ont eu une scolarité sereine au lycée, et tous étaient entre 10 et 14 de moyenne générale. Pour faire, pour passer les concours Sésame Access, il n'est pas impératif d'avoir fait une spé maths. Je pense qu'il faut faire tomber quelques idées reçues. Il est certain que la plupart des élèves qui font, et qui réussissent Sésame Access sont des élèves de filière générale. Euh, pour Access, c'est pas très transparent, ou l'information manque, je dirais plutôt. Pour Sésame, sur ces dernières années, en gros, 90% des élèves qui étaient reçus à Sésame avaient un bac général, 9% un bac techno, ou en tout cas étaient en filière techno, et 1% en catégorie autre. Donc, il y a quand même de la diversité, de l'ordre de 10% en dehors de la filière purement générale. Et donc je pense que c'est hyper important de ne pas se brider, de ne pas croire que il faut nécessairement avoir fait une spé maths, avoir un minimum de 13 de moyenne, et avoir fait également une spécialité éco. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a de la diversité et il y a un vrai sujet de préparation. On y reviendra tout à l'heure. Euh, Dans le profil recherché, en revanche, ce qui est certain, c'est que il faut être un peu curieux, il faut être un peu polyvalent et il faut aussi avoir le désir, à un moment donné, de se spécialiser. Il faut être curieux parce que euh, au début, il y a un tronc commun. Donc finalement, on ne choisit pas complètement les matières. Il faut pouvoir s'adapter à des matières assez différentes les unes des autres. Il peut y avoir du droit, il peut y avoir de l'économie, il peut y avoir de la macro, de la micro. C'est des matières qui en fait sont assez différentes. Il peut y avoir du sport dans certaines écoles qui fait partie du cursus. Beaucoup de cours en anglais. Donc voilà, il faut pouvoir se satisfaire d'un peu de diversité et ensuite, au moment du master, être prêt à vraiment se spécialiser. Parce qu'en fait, quand on fait un master en logistique ou quand on fait un master en finance, bah, c'est vrai que c'est assez déterminant pour ensuite les premiers pas dans la vie pro. Et donc, ça vous donne d'abord 3 ans pour peut-être vous faire une idée par rapport un peu au tronc commun qui vous est proposé. Je pense que les écoles, elles cherchent aussi des étudiants qui ont un peu la pêche et qui ont une ambition business, et qui sont capables d'en parler notamment à l'oral. Moi, j'aime bien parler de l'oral, des épreuves Sésame, enfin, après l'épreuve Sésame et Access, qui est une épreuve euh, qui permet de valider l'admissibilité dans une école. Et pendant cette orale, eh bien, c'est sûr que ça démarque quand il y a un attrait pour la vie économique, pour le monde de l'entreprise. C'est vraiment le sujet de ces écoles. Et enfin, il faut que l'étudiant soit un peu attiré par la vie de l'école. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui fait rayonner ces écoles, c'est pas que le nombre de partenariats d'universités à l'international, c'est pas que le nombre d'alumni ou le dernier classement du Figaro sur les écoles de commerce post-bac. Ce qui fait vraiment rayonner ces écoles, c'est aussi leur désirabilité. Et leur désirabilité, en fait, elle est aussi développée par le tissu d'associations qui est vraiment euh, d'une grande densité. Et donc les écoles, elles veulent aussi des étudiants qui vont être capables, bah, peut-être d'être un peu extravertis et capables d'aller vraiment mener une association, être le futur président d'une des associations, ou bien qui vont avoir peut-être des centres d'intérêt, des personnalités, je dirais quand même pas atypiques, mais voilà, avec des centres d'intérêt un peu marqués et qui vont pouvoir vraiment s'éclater dans ce tissu associatif.
et le faire vivre. On va passer maintenant à la présentation du top 10 des écoles. Vous voyez quelques logos et on va se concentrer spécifiquement sur les PGE, les programmes grande école. Parce qu'en fait, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. C'est les PGE, le programme grande école, c'est un peu les grands labels assez recherchés qui ont vraiment de la valeur aussi aux yeux des ressources humaines, des programmes en 5 ans avec un grade de master à la fin, et des BBA. Les BBA, c'est un peu d'inspiration anglo-saxonne, c'est plutôt des programmes en 4 ans qui ne donnent pas accès à un grade de master. Donc si on veut un master, après le BBA, il faut euh, faire encore une petite spécialisation en master ailleurs, dans une autre école ou dans une université. Donc voilà, moi je vais vous parler ce soir surtout des PGE, les programmes grande école, qui sont des programmes en 5 ans qui donnent accès à un grade de master, ce que tout le monde appelle grande école. D'abord, jetons un petit coup d'œil sur le classement de l'Étudiant et du Figaro. L'Étudiant et le Figaro, chaque année, sortent un classement et c'est pas inintéressant d'y jeter un petit coup d'œil, même si on n'est pas obligé de complètement le suivre. Les deux classements considèrent, sur ce dernier classement, que l'IESEG est vraiment en lice, en tête, avec ensuite l'ESCA, qui, du côté de l'étudiant, est plutôt en 3e position, et du côté du Figaro, en 2e position. Après, on a Excelia et l'EM Normandie, qui sont des écoles que vous connaissez peut-être plus ou moins. L'EM Normandie est une école assez ancienne, tandis qu'Excelia, qui est sur le campus de La Rochelle, est une école qui fait de plus en plus parler d'elle, mais qui propose seulement un BBA. Donc on y reviendra. C'est la raison pour laquelle nous, on n'a pas mis Excelia dans notre classement. Et en 4e position, on voit que les deux classements se sont mis d'accord avec l'EMLV. C'est une école qui est dans le pôle Léonard de Vinci, à La Défense, super bien placée, et on en parlera bien sûr tout à l'heure. En fin de classement, on a des écoles comme PSB, enfin en tout cas en fin de top 5, on va s'intéresser aussi à cette école tout à l'heure. L'IESEG. L'IESEG, c'est la top 1 des écoles. C'est une école qui se démarque par sa qualité académique. Donc il y a quand même 100% de doctorants chez les professeurs. Ça, c'est quelque chose qui est un peu inédit. Il n'y a que quelques écoles qui ont cette spécificité. Donc voilà, les enseignants dédient vraiment leur vie à l'enseignement, sont des professionnels et ont une vraie reconnaissance académique. Les campus sont à Lille et à Paris, ce qui est peut-être facilitant. Lille est très accessible avec le TGV, le campus de Paris est très apprécié. Il y a 300 universités partenaires, donc je le disais, l'IESEG ne propose pas de campus à l'étranger. Donc le tissu international de l'IESEG repose vraiment sur ces 300 universités. Et à l'IESEG, on peut aussi vraiment se spécialiser. Il y a 13 spécialisations au total, ce qui est un panel assez large comparativement, dont 3 en finance. En fait, c'est une école qui est quand même très marquée ou très connue pour la finance. Et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'il y a un salaire de sortie qui est particulièrement élevé dans cette école, qui est entre 40 et 50 000 euros bruts par an à la sortie de l'école. Donc pour les lycéens, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait peut-être à peu près 2 500 euros net dans la poche par mois quand on sort de l'IESEG. Et ce salaire, ensuite, il évolue, il augmente de 20% à peu près en 4 ans. Donc ça, c'est des statistiques, hein, c'est ce que dit l'école. Mais ce qui est certain, c'est que quand il y a une focalisation sur la finance dans une école, eh bien, ça pousse un peu vers le haut les salaires de sortie d'école. Parce que en fait, les emplois en finance sont plutôt mieux rétribués que les autres spécialités. Pour vous donner
un peu un ordre d'idée, hein, les terminales qui m'écoutent, qu'est-ce que ça peut être une autre spécialité que la finance? Bah, en fait, ça peut être le marketing, ça peut être, de la négociation et de la vente, ça peut être du management, ça peut être, peut-être du management des opérations, ça c'est la logistique, donc réussir à, optimiser par exemple, la chaîne d'approvisionnement, de denrées utilisées par une entreprise ou jusqu'au client final. Voilà. Il y a aussi une spécialisation en master entrepreneuriat. Donc finalement, le panel des possibles à l'IESEG est grand. Cette école est très connue pour la finance, mais ça n'empêche pas de choisir d'autres spécialisations en master. Euh, c'est une école qui est assez ancienne. Elle se dit pionnière sur le PGE, sur le programme Grande École. Donc, ce serait une des premières écoles à avoir vraiment construit en post-bac ce type de proposition pédagogique en 5 ans et avoir obtenu la reconnaissance d'un programme Grande École. En fait, elle existe depuis 1978, cette école, ce qui favorise aussi le fait qu'il y ait pas mal d'anciens étudiants de l'école, ce qu'on appelle les alumni. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est une école qui est accessible après le concours Access et 15% des jeunes qui passent le concours Access sont ensuite admis à l'IESEG. Donc 15%, c'est quand même assez important. C'est pas du tout des statistiques comme le concours de médecine, par exemple. Et donc, bien préparé, eh bien, moi, je dirais qu'il y a moyen de rentrer à l'IESEG, quel que soit le profil. Euh, voilà, je pense que on va pouvoir passer à l'école suivante, mais une dernière spécificité peut-être avant de tourner la page, c'est que si on compte la totalité des stages entre les 3 premières années et le master à l'IESEG, eh ben on aboutit à peu près 17 mois de stage, donc c'est vraiment conséquent. Je disais tout à l'heure que ça permet 17 mois de stage de découvrir différents environnements professionnels, ça veut dire différents secteurs d'activité. Je ne sais pas, par exemple, dans l'agroalimentaire et dans l'énergie, pour vous donner un exemple, les lycéens, euh, et, euh, et différents métiers. Différents métiers, ça va être par exemple faire un stage en finance et puis faire un stage en marketing ou faire un stage en entrepreneuriat. Donc c'est vraiment hyper riche. Le fait d'avoir 17 mois d'expérience pro pendant l'école, ça vous permet vraiment petit à petit de resserrer un peu le, le, le choix que vous allez pouvoir faire pour votre sortie d'école et pour être assez sûr que le premier métier sur lequel vous allez vous embarquer, finalement, ce sera du domaine du un peu déjà connu et ça multiplie vos chances d'être voilà, d'être heureux dans votre premier job. Et l'alternance, elle est possible dès le master 1. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qui est assez intéressant, ça veut dire que euh, dès le master 1, vous pouvez travailler un peu dans une entreprise. C'est un peu plus conséquent qu'un stage. Et un des gros avantages, c'est que l'entreprise, elle va prendre en charge vos études. Donc, au lieu d'avoir à payer 5 ans d'études, vous n'aurez à en payer que 3 si vous choisissez, au bout de 3 ans, de faire un master en alternance pendant 2 années. Hop. Peut-être quelques mots de Vincent que j'ai interviewé en particulier sur l'IESEG. Vincent, il est en master et moi, ce que j'ai retenu, hein, c'est que il s'éclate vraiment en master. Il a choisi donc la logistique, la supply chain, j'en parlais tout à l'heure. C'est un master assez spécifique. Et il m'a marqué quand il m'a parlé de son échange à l'étranger. Donc lui, il est parti au Brésil. Donc c'était assez génial sur le papier. Franchement, une expérience de dingue, comme il dit, mais il a quand même été un peu. Il a trouvé que c'était pas si facile le démarrage de son échange parce que tous les cours étaient en portugais. Lui, il parlait plutôt français, anglais, espagnol. C'était voilà, les 3 langues dans lesquelles il avait étudié jusque-là. Donc l'atterrissage avec des cours en portugais, ça a été quand même assez difficile. Et petit à petit, il s'est adapté. Il me semble qu'il y avait aussi des cours en anglais, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée un peu de l'aventure que peut comporter
le fait de partir en échange dans l'une des 300 universités partenaires qui n'ont pas forcément que des programmes complètement taillés dans la lignée de ce qui est proposé sur le campus de Lille ou Paris. Voilà. Ensuite, l'ESCA. L'ESCA, c'est une école assez ancienne. C'est une école qui a aussi un taux de doctorants dans son équipe pédagogique qui est très important. Une école qui a une grande renommée, qui a longtemps été un peu considérée comme la première. Pour vous donner un ordre d'idée, 30% des jeunes qui passent le concours Access, ils réussissent à rentrer à l'ESCA. Ça veut dire que, en fait, entre l'IESEG et l'ESCA, 45% des élèves qui passent Access, ils vont réussir à rentrer dans une de ces 2 écoles. Donc, c'est carrément du domaine de l'accessible. Il y a un nombre d'universités partenaires à l'international qui est énorme, 250. On n'est pas sur les 300 de l'IESEG, mais bon, on est sur un niveau très élevé. Et particularité de l'ESCA, que moi j'aime bien, c'est le fait qu'il y a des campus à l'étranger en propre. Ça demande une grande organisation, mais donc il est possible d'aller faire l'électif qui vous manque. L'électif, c'est le cours, peut-être qui va vous manquer dans votre parcours, à Shanghai, à Malaga, à Budapest, où il y a des campus ESCA. Donc ça, c'est vraiment un super confort. On peut faire une alternance. Il y a 12 mois de stage, à peu près, si on compte les 3 premières années plus le master, donc c'est quand même déjà conséquent. Et il y a 4 grandes spécialités et 16 sous-spécialisations. Je vous cite 2 sous-spécialisations pour que vous compreniez le détail proposé dans une école comme l'ESCA. Il y en a 2, moi, qui m'ont intéressé. C'est d'abord audit expertise. Pourquoi? Parce que tous les élèves de l'ESCA parlent d'audit expertise. Ils en sont très fiers. C'est une spécialisation financière qui permet de rentrer dans les grands cabinets d'audit, qui est très reconnue par les ressources humaines dans ce milieu-là. Et c'est un peu voilà, la fierté de l'ESCA. Et une seconde sous-spécialisation que je trouve intéressante et qui dit quelque chose de la fine granularité proposée, c'est vigne, vin et gestion du terroir. Voilà, pour tous ceux qui s'intéressent à la filière viticole. Petit témoignage de Sarah, qui est étudiante en master à l'ESCA. Sarah, ce que j'ai trouvé intéressant en échangeant avec elle, c'est qu'elle a trouvé que les professeurs étaient plus ou moins pertinents selon les cours. Franchement, il faut reconnaître que dans toutes les écoles, tous les professeurs ne se valent pas. Il y en a qui sont hyper marquants, hein, comme au lycée finalement. D'autres, peut-être un peu moins, ou avec qui on a une accroche qui est peut-être un peu moins prononcée. Mais voilà, c'est son ressenti. Elle mettait bien en avant le parcours audit expertise et elle me parlait de l'année de césure. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, toutes les écoles ne proposent pas la possibilité de faire une année de césure. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment favorisé, encouragé à l'ESCA. Ça permet aux élèves de gagner en maturité et c'est vraiment, ça peut s'intégrer dans un parcours à l'ESCA. En termes de vie étudiante, c'était pas inintéressant non plus. Sarah, elle me disait que faut faire un petit peu attention parce que en fait, la plupart des associations, ou en tout cas la vie un peu trépidante associative, elle est à Angers. Elle n'est pas sur le campus de Boulogne. Et donc, je pense que quand on choisit son école de commerce post-bac et qu'il y a plusieurs campus possibles, ça vaut aussi le coup de rentrer un peu dans le détail pour comprendre quelles sont les spécificités de chaque campus. L'EMLV, on arrive au top 3. L'EMLV, c'est une école qui a bien la cote, qui a une situation géographique idéale. Elle est à La Défense, à Paris, et qui a une spécificité qui, moi, me plaît pas mal, c'est que c'est une école qui propose de la transversalité. Cette école, elle parle un peu tout le temps de transversalité, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, elle fait partie d'un groupe éducatif qui s'appelle le pôle Léonard de Vinci. Et le pôle Léonard de Vinci, c'est 3 propositions sur un même lieu à La Défense. C'est l'EMLV, qui est une école de commerce, c'est
Les Sylves, qui est une école d'ingénieurs, et c'est l'IIM, qui est une école de digital et de graphisme. Et quand on est à l'EMLV, l'école de commerce, eh bien, chaque semestre, on a une semaine qui est banalisée, entre guillemets, et où on va faire des projets transversaux avec des élèves étudiants des deux autres écoles pour apprendre à travailler avec de la pluridisciplinarité, comme ce qu'on va vivre en entreprise plus tard. Et donc, ça aboutit à des projets vraiment géniaux. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur le site de l'EMLV. Il y avait les portes ouvertes ce week-end. Peut-être que certains ont été carrément voir à la Défense comment ça se passait. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup ailleurs, cette transversalité. Le MLV est aussi un peu le fleuron du concours Sésame. Euh, les deux écoles dont on a parlé précédemment, c'est le concours Access, l'IESEG et l'ESCA. Le MLV, c'est un peu la première école du concours Sésame euh, et, euh, et qui propose, au-delà de la transversalité, franchement des super atouts, hein. Euh, c'est un cursus qui est résolument tourné vers l'international, avec la possibilité de faire le cursus anglophone, beaucoup d'universités partenaires à l'étranger, et puis des atouts qui ressemblent à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, par exemple l'alternance qui est possible dès le M1. Pour info, avec le MLV, on est plutôt déjà sur un salaire de sortie d'école de 35 000 euros. Donc tout à l'heure, on parlait de 40, 50 000 euros. Là, on est plutôt à 35 000 euros. Donc c'est un peu un seuil euh, euh, de rémunération. Donc c'est une rémunération brute. C'est pas exactement ce que vous avez dans la poche, les élèves de terminale en sortant de l'école annuellement, mais ça vous donne un ordre d'idée. Voilà. Donc on est quand même un cran en dessous de ce que propose l'IESEG ou l'ESCA, et notamment dans les spécialisations financières. Petit témoignage de Clotilde, qui a trouvé que à l'EMLV, les professeurs étaient très chouettes, qui a beaucoup aimé le fait que l'anglais et le sport soient vraiment intégrés dans le cursus, et pas juste en option ou à travers des associations. Elle a adoré la transversalité. Elle m'a pas mal parlé de la junior entreprise. Et ça, je trouve ça intéressant d'en dire deux mots. Dans ces écoles de commerce, il y a un tissu associatif où il va y avoir une association sur le vin, il va y avoir une association sur tel ou tel sport, il va y avoir une association culturelle, il va y avoir telle ou telle association religieuse. Mais il y a aussi une association dans chacune de ces écoles qui s'appelle la JE ou la Junior Entreprise et qui permet de s'impliquer sur un mode associatif, mais aussi dans la découverte de la vie professionnelle. Et la junior entreprise, en fait, elle va glaner des contrats, par exemple de conseil auprès d'une entreprise, ou pour faire une enquête terrain qualitative au service d'une entreprise, ou faire une enquête de client mystère. Et elle va mobiliser des étudiants de l'école pour réaliser ces missions en étant rémunérés. Donc la junior entreprise, ce qui est chouette, c'est que tout en s'impliquant dans le tissu associatif, eh bien, on noue de nouvelles relations professionnelles, on découvre de nouvelles compétences professionnelles qui pourront tout à fait aider dans les premiers jobs qu'on pourra être amené à réaliser ou dans les expériences de stage qui nous attendent. Et Clotilde, elle me parlait aussi de l'EMLV comme ayant une spécificité, c'est la mission solidaire en deuxième année. On ne retrouve pas partout. Top 4, l'EM Normandie. L'EM Normandie, c'est une école qui est une école assez ancienne, qui a été fondée en 1871 et qui est très tournée vers l'ouest. Le Havre, Caen, Paris, mais aussi des campus à Dublin, à Oxford, à Boston, à Dubaï. Donc l'Ouest, oui, mais pas que. Donc l'EM Normandie ne veut pas dire que vous allez passer toute votre scolarité à Caen. Il y a un gros campus à Paris. Il y a la possibilité d'aller sur des campus à l'international. Donc c'est une école qui est vraiment étoffée et qui propose elle, à peu près 15 mois de stage
entre la première année et le master. Donc, c'est aussi assez conséquent. Ça permet de découvrir des métiers, des secteurs d'activité assez variés. Moi, ce que j'ai trouvé chouette à l'EM Normandie, c'est eh bien, pas juste le fait que ce soit une école assez ancienne, qui donc ait un réseau d'alumni un peu inégalé. 26 000 alumni. Tout à l'heure, on parlait de 20 000 pour l'école peut-être qui vient juste après. Mais 26 000, c'est un réseau d'alumni énorme comparativement. Et, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que euh, elle ne fait pas sa popularité que sur son ancienneté. C'est aussi une école très innovante et d'ailleurs, elle se démarque avec son parcours entrepreneuriat. En quoi est-ce que ça consiste? Dès la première année, il y a la possibilité de faire un projet start-upper. Il y a un incubateur dans l'école. En deuxième année, il y a des électifs spécialisés sur l'entrepreneuriat. Et en fait, dès la quatrième année, vous pouvez être sur votre projet professionnel. Voilà, donc c'est une école qui a vraiment un engagement important sur l'entrepreneuriat et, et une école qu'on retrouve systématiquement dans les classements du Figaro et de l'Étudiant. C'est une école du concours Sésame. Adrien, qui est étudiant en PGE à l'EM Normandie, disait par exemple que lui, ce qui lui a particulièrement plu et ce qui est assez unique, c'est qu'il y a peu de cours magistraux, mais surtout des projets de groupe qui permettent de se projeter un peu sur la manière dont on travaille en entreprise. Et donc ça lui a beaucoup plu. En général, ça fait vraiment l'unanimité, les projets de groupe. C'est une super manière d'apprendre sur soi-même, sur les autres, de découvrir les matières en faisant. Euh, Adrien parlait aussi du parcours entrepreneuriat, donc qui est une des fiertés de l'école. Et, lui, il est passé plutôt par le campus de Paris, en disant que sur le campus de Paris, il y avait un tissu associatif qui était vraiment chouette. Il a fait pas mal de stages et il a eu l'occasion de partir en échange universitaire en troisième année, ce qui est une obligation. C'est pas une obligation dans toutes les écoles de partir en échange universitaire à l'étranger, mais à l'EM Normandie, oui. Ensuite, cinquième école, l'EDC. On va aller peut-être un peu plus vite sur les écoles suivantes. L'EDC, c'est une école qui est assez ancienne, qui a son campus à Puteaux, dans le 92, donc très bien située par rapport à la Défense. C'est une école qui a des professeurs permanents, ça c'est aussi une spécificité, donc des professeurs de métier, ce qui est quand même gage bah, voilà, d'une certaine qualité. Et je trouve ça intéressant, peut-être de vous donner aussi une statistique. 2 tiers des élèves sont en alternance en master. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'incitation à l'alternance euh, est pas juste bien présente, mais le l'EDC, en fait, est capable d'aider les étudiants euh, de manière efficiente à trouver ces fameuses alternances. Euh, je pense que ça, c'est intéressant parce qu'il y a des écoles comme l'IESEG, par exemple, où l'alternance est possible, mais pas sur tous les parcours et pas forcément accompagnée par l'école. La recherche d'alternance n'est pas forcément accompagnée. Elle est favorisée, mais elle n'est pas forcément accompagnée. Euh, à l'EDC, il y a un incubateur et qui est assez performant, qui a accompagné beaucoup de jeunes pousses. Il y a un réseau d'alumni qui est important. Je disais que c'était une école assez ancienne. Elle a 70 ans d'existence, donc vous imaginez un peu la taille du réseau d'alumni. Ça représente 19 000 alumni. PSB, c'est l'école numéro 6. Elle est à Paris, au cœur de Paris. Elle appartient au groupe Galiléo, qui est un gros groupe d'éducation. Le master, il se fait obligatoirement en alternance. Donc ça, c'est quand même assez fort hein, comme parti pris. 60 enseignants-chercheurs. Voilà, donc une école qui a une bonne notoriété.
qui est peut-être un peu moins connu des parents que des lycéens, mais voilà, qui fait aussi parler d'elle. Ensuite, il y a l'ESDES. L'ESDES, c'est la 3e école du concours Access. Après l'IESEG et l'ESCA, il y a l'ESDES, qui est la 3e école. Cette école, elle est située à Lyon et à Annecy, donc pour les amateurs de ski, c'est pas mal, mais pour les amateurs d'international, c'est aussi super. Il y a un English track et les étudiants ont voilà, la promesse de passer entre 12 et 36 mois à l'international. Donc voilà, c'est vraiment une école qui favorise à fond le saut à l'international, 2 départs obligatoires à l'étranger. Et puis, j'en parlais pour une autre école tout à l'heure, mais en 2e année, à l'ESDES, il y a aussi la possibilité de faire une mission citoyenne bénévole de 2 mois, qui est voilà, peut-être un élément un peu différenciant. Et pour terminer sur l'ESDES, tout à l'heure, je vous donnais un peu les pourcentages d'admis au concours Access parmi les premières écoles. Il y a 65 à 70% des jeunes qui passent le concours Access qui sont admis à l'ESDES. Donc c'est aussi un taux, un taux assez important. Donc il ne faut pas se dire je vais me retrouver sans école. Non, l'enjeu en passant Sésame Access, c'est pas d'avoir des écoles, c'est d'être très bien classé, donc de très bien le préparer pour être vraiment bien classé et avoir un choix total parmi les écoles qu'on va pouvoir sélectionner, quoi. Ensuite, il y a l'ESCE, top 8, super qualité académique, 100% des professeurs titulaires d'un PhD, c'est à Lyon et à Paris. Il y a un campus à Londres et à San Francisco, donc ça c'est assez attrayant. Et c'est vraiment une école tournée vers l'international. Il y a des cursus assez particuliers à l'ESCE. Le cursus sciences politiques internationales, par exemple, le cursus trilingue, qui voilà, n'existe pas partout, et 3 cursus experts sur des zones géographiques données, un cursus Europe, un cursus America, un cursus Asia. Donc voilà, le SCE, c'est quand même un peu l'école de l'international, si je puis dire, même si les autres écoles ont vraiment une teinte internationale, c'est ce que l'ESCE cherche à vraiment pousser tout particulièrement. L'ICD, c'est notre top 9, donc l'avant-dernière école de notre classement. L'ICD, c'est une école qui est aussi bien tournée vers l'international. Ses campus sont à Paris et à Toulouse. On passe entre 1 et 2 ans à l'étranger. Petite particularité quand même, il y a 21 doubles diplômes internationaux possibles. Donc ça peut être chouette de terminer l'ICD avec un double diplôme international. Et l'alternance est possible en master. À noter, il n'y a que 5 spécialisations seulement en master à l'ICD. Donc par rapport aux 13 possibilités de l'IESEG, c'est moins de la moitié. Et donc, si on a envie d'une spécialité quand même un petit peu particulière, eh bien, peut-être que c'est un sillon qu'on peut davantage creuser dans d'autres écoles. 10e école, l'IPAG. L'IPAG, c'est 80 enseignants-chercheurs, donc une qualité pédagogique qui est au rendez-vous, 4 tracks pays, un campus en Chine, un aux US, donc quand même vraiment tourné vers l'international avec cette solidité de pouvoir continuer son cursus dans la même lignée à l'international grâce au campus à l'étranger. Et l'IPAG a aussi un entrepreneurship center. 500 entreprises ont été incubées jusque-là. Il y a 50 associations, il y a 14 000 alumni. Voilà, c'est une école qui date pas d'hier. Et donc, elle a une assise aussi bien avec son nombre d'alumni que ses 4 grands campus qui lui donnent une certaine étoffe. Et
en 2 mots, il y a d'autres formations qui sont accessibles, hein, avec le concours Sésame. Ce sont des bachelors en 4 ans, donc jusque-là, je vous ai parlé que des PGE, programme grande école. Les bachelors en 4 ans, sont assez nombreux et ce qui est peut-être intéressant de noter, c'est que, certains bachelors sont, effectués dans des écoles qui ont vraiment des grands noms, des noms, avec une plus forte renommée que tout ce que j'ai pu citer jusque-là. Donc vous voyez sur cette slide l'ESSEC, le M Lyon qui sont, dans le top 5 des écoles de commerce françaises. Hem et donc ça peut être une bonne réflexion de se dire: «Est-ce qu'il vaut mieux faire un PGE, un programme grande école en 5 ans, où finalement tout est un peu tracé, où je ne serai pas obligé d'être le premier de la classe pendant ce programme pour, avoir un super diplôme, et où, après mon école de commerce post-bac, je commencerai à travailler. Ou bien est-ce que j'irai plutôt chercher un nom encore plus connu, une marque encore plus reconnue avec peut-être le BBA de l'ESSEC ou de l'EM Lyon qui eux-mêmes sont moins reconnus que le PGE de l'IESEG ou de l'ESCA, mais qui peuvent permettre, si la scolarité à l'ESSEC ou à l'EM Lyon se passe très bien, non pas de bifurquer vers le PGE de l'ESSEC ou de l'EM Lyon, ça c'est très rare. En revanche, d'aller, peaufiner mon bachelor avec un master à Londres, par exemple, ou je sais pas, à Copenhague, où il y a une super business school, par exemple. Donc voilà, c'est peut-être un parcours qui peut être un peu plus risqué, mais qui pourra, sans doute faire des adeptes et je tiens quand même à dire qu'après ce BBA de l'ESSEC en 4 ans, hem, qui, coûte quand même 16 000 € par an, donc beaucoup plus cher, hein, de l'ordre de 6 000 € plus cher que, tous les PGE qui vous ont été présentés jusque-là. Et bien, il y a quand même un salaire au premier emploi qui est de 49 000 € brut. Donc, on est, tout à fait au niveau, de, l'IESEG, sur des spécialisations finance, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc ça peut être un pari, en conclusion, de faire un bachelor en 4 ans, si on est dans une école qui a un super nom, une super renommée et si on est prêt à carburer pour avoir de très bons résultats pendant ce BBA, pour constituer un bon dossier pour ensuite bifurquer vers un autre master. Hem, rentrons juste dans, le détail d'Excelia qui, a beaucoup monté dans les classements, ces dernières années. Excelia, c'est une école qui, est à La Rochelle, qui propose un BBA, qui propose pas de PGE, donc c'est un programme en 4 ans et Théo qui est, étudiant dans ce BBA, qu'on a pu interviewer, était hyper content de la qualité des cours, mais disant quand même que ça dépend de l'intervenant. Assez fier qu'il puisse y avoir, des professeurs intervenants dans cette école qui sont également intervenants dans, des écoles d'une très grande renommée. Et disant, quand même, enfin modérant un peu son discours en disant, qu'il n'y a que 3 spécialisations. Donc voilà, il faut, peut-être bien creuser avant de se lancer, dans un BBA comme Excelia parce que finalement il ne permet pas, autant de choix que, les PGE dont on a pu parler jusque-là. Il y a d'autres formations accessibles, avec le concours Sésame. Hem, donc, l'EBP international de Kedge Business School ou TEMA de Neoma Business School. Kedge et Neoma sont vraiment des grands noms, un peu moins, connus que, un HEC, un ESSEC ou un EM Lyon, mais c'est vraiment les écoles qui viennent ensuite. Ces programmes sont, si je puis dire, un peu des nouveaux produits d'école. Donc on a encore, assez peu de recul sur ces programmes, mais la proposition est assez alléchante. Pour vous donner un ordre d'idée, EBP International, donc à Kedge, c'est, la promesse d'avoir 3 diplômes, émanant potentiellement de 6 pays. Dans ces 3 diplômes, il y a 2 masters d'université à l'étranger et un master d'EBP. Bah, ça peut être une expérience, très intéressante, hem et la promesse de EBP, c'est 3 stages, dont 2 à l'étranger.
tandis que pour Théma, avec Neoma Business School, c'est un semestre d'immersion en école d'ingé, puis un semestre en école de design, puis un semestre en école de code, puis un semestre en école de communication. Donc de l'étranger et des stages à haute dose. Et c'est pour se spécialiser sur la transformation digitale, la tech, l'entrepreneuriat ou le management. Hop. Euh, Ensuite, je voudrais peut-être synthétiser un peu les critères. Parce que finalement, si vous voulez vous faire votre propre top 5 des écoles, ça peut être intéressant de bien avoir en tête les critères qui vous parlent, qui vous semblent importants, peut-être de les classer par ordre d'importance. Et je pense qu'il faut absolument regarder la qualité des intervenants, voilà, échanger avec des étudiants qui sont dans ces écoles, qui pourront vous en parler de vive voix, notamment lors des journées portes ouvertes, où on peut quand même avoir un dialogue libre avec les étudiants, euh, se renseigner sur le tarif, se renseigner sur la possibilité de faire des stages, combien sont-ils à l'international ou en France, et l'alternance, parce que l'alternance, c'est sûr que si ça permet de financer le master, c'est-à-dire 2 années sur les 5, ça change un peu le tarif de l'expérience globale. Et je pense que ça vaut le coup aussi de se renseigner sur est-ce qu'il y a une vitalité du réseau d'alumni ou pas? Donc ça veut dire, est-ce qu'il y a vraiment de l'entraide entre les anciens de cette école? Est-ce que le réseau, il reste vraiment vivant au-delà des années d'école? Euh, et et peut-être déjà, même si ça peut sembler lointain pour un élève de terminale, se renseigner sur les parcours de master possibles. Parce que finalement, une école qui propose 3 spécialisations, c'est pas pareil qu'une école qui en propose 13. La vie étudiante, c'est assez important. Peut-être bien se questionner sur est-ce que je suis prêt à partir en province ou est-ce que j'ai envie de rester en Île-de-France si les parents habitent en Île-de-France, par exemple. Euh, Se renseigner déjà sur les associations étudiantes, pourquoi pas, et par exemple sur la possibilité de césure. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de réfléchir aux prochaines étapes pour réussir Sésame et Access. Et si, d'ici les vacances de février, on s'y mettait? S'y mettre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça ne veut pas forcément dire faire une annale tous les soirs d'une manière hyper scolaire, un peu intenable, non. Mais par contre, ça veut dire peut-être être capable, d'ici les vacances de février, donc d'ici un peu plus de 6 semaines, hein, faire une annale de chaque concours pour découvrir mais qu'est-ce que c'est Sésame, qu'est-ce que c'est Access, peut-être dédramatiser un peu, découvrir que c'est pas si compliqué, mais que c'est un peu différent de ce qu'on fait au lycée et que donc ça demande un peu de travail. Et donc je pense que ça pourrait être génial de lever le voile d'ici les vacances de février, juste en faisant une épreuve de chacun des concours. Je pense que c'est de l'ordre d'un bon week-end de travail. Ça peut être un peu réparti et peut-être que les vacances de Noël peuvent déjà être l'occasion de s'y attaquer. Ensuite, une autre idée qui peut être vraiment chouette, c'est essayer de passer 3 euros blancs d'ici les vacances de février. Pas forcément avec des professeurs, pas forcément avec des amis, plutôt avec des amis de vos parents. Euh, je suis sûr que vous avez des idées. Je suis sûr qu'il y en a à qui ça ferait très plaisir de vous faire passer un petit oral de motivation. Ça ne vous demande pas d'être excellent. Ce sera vos premiers euros et c'est comme ça qu'il faut les présenter. Mais juste essayer de réfléchir et prendre un peu d'aisance sur la manière de se présenter en quelques minutes et dire quelques mots sur soi et ensuite pourquoi on s'intéresse à une école de commerce post-bac, par exemple. Voilà, ça peut être un entretien de 5 ou 10 minutes, hein, quelque chose de très simple pour démarrer. Ensuite, écoutez le podcast L'heure du monde en allant au lycée. Ça, c'est peut-être pas si compliqué. Ça peut être vraiment un moment de plaisir. Ça dure 20 minutes. Il y a des thèmes comme le terrorisme, qui est un sujet très actuel, mais il y a des thèmes aussi un peu plus joyeux. Et c'est des thèmes qui sont approchés par un expert. C'est des thèmes d'actualité et c'est les thèmes qui tomberont lors des oraux, sans doute, une fois le concours Sésame et Access passé pour rentrer dans les écoles. Donc je pense que
ces oraux, mais aussi l'épreuve de culture générale écrite, eh bien, il ne va pas falloir les bachoter 3 jours avant. Ça peut être génial, l'air de rien, de se mettre un peu dans le bain de l'actualité, sans forcément avoir besoin de lire les Échos une fois par semaine, parce que quand on est en terminale, souvent on trouve ça encore un peu barbant. Et enfin, vous pouvez peut-être faire votre propre classement du top 5 des écoles. Ensuite, donc on va arriver aux vacances de février. Nous, pendant les vacances de février, la 2e semaine, on organise une prépa à la fois pour Sésame et pour Access. Pourquoi préparer les deux? En fait, passer le concours, eh bien, si on passe les 2 concours, ça coûte 500 €, donc c'est pas le bout du monde. Et surtout, les épreuves sont assez proches les unes des autres. C'est franchement dommage de passer qu'un seul concours. C'est un point de vue, mais c'est en tout cas notre point de vue. Et nous, on va, sur une semaine bien intensive, hein, de 9 h à 18 h, préparer, soit en présentiel, soit à distance. Les 2 options sont possibles. En présentiel, ce sera Paris 7e, à Albert-de-Meung, près de, près près du Bon-Marché, par exemple. Et à distance, pour les élèves qui seraient en province, ce sera des groupes de 20 élèves maximum. Donc dès qu'on arrive à une promo de 20 sur le présentiel, on ferme les inscriptions, pas plus de 20. Comme ça permettra d'avoir vraiment un suivi individualisé. Et l'année dernière, on a eu un super succès. Tous les élèves qui ont participé ont pu être admis à l'IESEG. Il y a des témoignages sur notre site internet. Donc cette prépa, elle aura lieu la 2e semaine des vacances de la zone C en février, ce qui peut permettre aussi aux élèves de la zone C, en particulier, de se préparer aussi dès la 1re semaine, se mettre dans le bain de Sésame Access et ensuite de vivre cette prépa d'une manière un peu intensive. Pour cette préparation dont j'assume la direction, je serai accompagné de Georges de Solnock, qui est un ancien élève de l'ENS en lettres, et qui est actuellement enseignant, et d'Ashraf Hadjilai, qui lui sera plutôt sur la partie mathématique. Donc il est en master de recherche à l'ENS sur le plateau de Saclay et spécialisé en statistique. L'objectif de cette prépa, ce sera aussi de faire un accompagnement jusqu'au jour J, donc avec la préparation d'un projet pro solide pour exceller à l'oral. Donc dans le cadre de la prépa, on prépare vraiment les épreuves à la fois écrites et orales. Et il y a un sujet pour cartonner, de pas juste préparer un entretien de motivation pour rentrer dans une école de commerce, mais aussi d'être capable d'aborder un projet pro sans vaciller si on nous pose 2 questions dessus. Et donc on va vraiment accompagner les élèves à se construire un projet pro pour exceller à l'oral. 3 € optionnels après la prépa. Le but, c'est de ne pas avoir vécu qu'un oral pendant la semaine de préparation, mais plutôt de pouvoir en avoir vécu 4 avant de passer l'oral le jour J. Ça rassure. Et il y aura un coaching personnalisé hebdo jusqu'au jour J, donc surtout sur des propositions de sujets d'actualité, donc des articles et des annales, et un parrain étudiant du top 3 des écoles qui pourra apporter notamment sur le sujet des soft skills, des informations bien sûr sur les écoles, mais aussi des éléments un peu de gestion du stress et d'organisation des dernières étapes pour bien se préparer à l'épreuve le jour J. Donc les inscriptions pour notre prépa, elles sont ouvertes sur le site parcours.fr. Il y a un onglet Sésame Access qui vous donne toutes les informations nécessaires sur notre prépa. Et nous avons un prochain rendez-vous à vous proposer. Donc c'est une prochaine conférence qui s'appelle « Les clés pour réussir les concours d'entrée Sésame Access ». On rentrera dans les épreuves de Sésame, mais aussi les épreuves d'Access, pour essayer de comprendre quelles sont un peu les clés pour les réussir le mieux possible. La conférence aura lieu le 17 janvier à 19 h, mais également le 24 janvier à 19 h pour que chacun puisse trouver un créneau qui lui convienne. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un entretien personnalisé, si vous voulez qu'on réfléchisse avec vous à votre projet d'orientation. Donc c'est un échange d'une vingtaine de minutes
en visio avec votre enfant ou avec votre parent si vous êtes lycéen. Et l'idée, c'est de pouvoir vous aider à peaufiner un peu votre projet d'orientation vers le post-bac, surtout orienté école de commerce post-bac. Quelle école plutôt que quelle autre? Quel pourrait être votre top 5? Comment se préparer à ces échéances? Voilà, il y a vraiment un enjeu et c'est le mot de la fin, de se préparer dès maintenant, pas qu'avec la prépa parcours, aussi avec tout le temps dont vous disposez. Voilà, l'heure du monde, ça peut être tous les jours. Identifier 2 ou 3 parrains, amis de vos parents, qui vont pouvoir vous faire passer un oral et bah, ça va vous mettre en confiance. Et n'hésitez pas à commencer à regarder les annales, elles sont disponibles librement sur les sites de Sésame et d'Access. On est aux vacances de Noël, vous avez vraiment le temps de vous préparer et ce sera les meilleures conditions pour cartonner le jour J. Merci beaucoup et je suis à votre disposition s'il y a quelques questions en live. Véronique Bontemps, si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup, pour, la conférence. Je suis la maman d'une élève de première qui n'a pas pris de maths en spécialité, donc j'ai bien vu les échanges comme quoi, c'était plus de la logique que des maths. Néanmoins, au-delà de il faut être bon en maths ou pas bon en maths, c'est concrètement quand on n'a pas pris maths en spécialité, est-ce que c'est accessible malgré tout? Oui, c'est une super question. Franchement, c'est une question hyper sérieuse. Jusqu'en 2019, il y avait des éléments qui émanaient de l'aspect maths, qui étaient au concours. Et le concours aujourd'hui est un petit peu plus facile, ou en tout cas, il y a quelques chapitres qui ont été retirés et qui ont vraiment pour objectif d'ouvrir la possibilité de réussir le concours à des élèves qui n'ont pas pris l'aspect mathématique. Cependant, il faut quand même être un peu affûté sur plusieurs chapitres qui ne font pas partie de l'aspect maths, mais qui sont des chapitres un peu exigeants en mathématiques. Et donc, bah, pour votre enfant, il y aura un sujet de réussir à travailler spécifiquement la vingtaine d'items mathématiques qui, pour certains, peut-être lui sembleront un peu nouveaux, mais pour d'autres qui sont du domaine du tout à fait connu, hein, ça démarre dès le programme de troisième, en fait. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais ça me paraît assez important de ne pas trop tarder pour commencer à se préparer. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie, Maxence Chevalier, par exemple? Il faut il faut activer votre, Oui, allô? micro Pardon. si vous voulez. Je vous en prie. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des académies qui sont avantagées lors des concours par rapport à la localisation des écoles? Eh ben, écoutez, je dois vous avouer que je sais pas répondre à cette question, mais il me semble que c'est un concours et donc en fait, je pense que, lors des corrections, les correcteurs n'ont absolument pas connaissance des académies de provenance des élèves. Mais, je ne suis moi-même pas correcteur, donc je peux pas vous dire, à coup sûr, mais voilà, c'est un concours, avec, l'essentiel des tests qui sont en QCM. Donc en fait, l'essentiel des épreuves ne sont pas corrigées de main humaine, et donc je pense pas du tout qu'il y ait, que les élèves d'une académie ou d'une autre, puissent être favorisés. Joseph, Framand?
Ou Monsieur Framand? Je vous en prie. Joseph Framand, je pense que vous avez bloqué votre micro. Hop. Il y a une autre personne présente qui avait une question, me semble-t-il, qui s'appelle 35. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Joseph, si vous voulez poser votre question par chat, il n'y a aucun problème. Pour les autres participants, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et donc, le 17 et le 24 janvier, on aura un peu un second volet de conférence où on rentrera vraiment dans le détail des épreuves. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur notre page Sésame Access sur le site parcours.fr. Les inscriptions à la conférence du 17 et du 24 janvier sont ouvertes. Et Véronique, si vous avez, je vois que vous levez 2 fois la main. Ah pardon, je suis désolée, je pensais l'avoir fait qu'une fois. Je vous en prie. J'en profite pour vous poser une autre question. Oui, je vous en prie. Ma fille aujourd'hui bénéficie d'un PAP, donc elle a un peu plus de temps pour passer ses épreuves de brevet et de bac. Je voulais savoir, et elle est surtout, elle travaille sur ordinateur, elle prend tous ses cours sur ordinateur, etc. Je voulais savoir si au moment du passage des concours, on pouvait passer ces épreuves-là sur ordi et pas sur papier. Ah oui. Parce que c'est pour elle, pour le coup, ça lui faciliterait énormément la vie. Oui, les épreuves sont tout à fait passées sur ordinateur. Je vous donne même un peu un exemple. Donc, en fait, par exemple, pour la synthèse, qui est l'épreuve qui fait parfois un petit peu peur, l'épreuve littéraire du concours Access, il y a même des modules sur le logiciel qui permet de passer le concours, qui permettent de surligner les différents éléments de la dizaine de textes qui doivent être synthétisés. Donc, c'est des logiciels qui sont hyper adaptés, assez facilitants, et il n'y aura aucun problème pour passer le concours sur ordinateur. Je vous donne même un autre exemple pour raisonnement et logique maths, pour donc l'aspect mathématique, qui est plutôt par QCM sur le concours Access. On ne peut même pas utiliser sa propre calculette, il faut utiliser la calculette du logiciel sur lequel on passe le test Access. Donc oui, c'est très informatisé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Seguet, oui. Oui. Ah. Madame, oui, pardon. Je vous en prie. Je rebondis sur les écoles. J'ai fait plusieurs journées portes ouvertes ou des salons. Moi, ce qui m'a surpris, c'est en discutant avec les élèves, c'est le nombre d'heures de cours. Alors, par exemple, l'IPAGE, je crois que c'était l'IPAGE. En première année, ils ont cours que le matin, pas l'après-midi. En deuxième année, c'est l'inverse. Il y a d'autres écoles comme École Normandie ou MLV. C'est par exemple 3-4 heures le matin. Après, ils ont d'énormes trous pour après avoir un cours de 2 heures de 5 à 7 en distanciel. Et là, je me dis quand même, voilà, ils font pas grand-chose de leur journée. Alors, écoutez, je pense que si on fait le parallèle avec d'autres formations, hein, comme à la faculté ou dans d'autres écoles sur d'autres champs, oui, l'emploi du temps d'un lycéen, il est un peu idéal. On aimerait le retrouver partout et on ne le retrouve nulle part dans les études supérieures ou presque. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à du 9h-17h.
c'est certain. Il y a des années qui sont aussi très inégalement pleines. Vous voyez, la première année, un étudiant de l'IESEG vous dira que franchement, c'est quand même assez intense. Et sa dernière année de master, eh bien, quand il n'a plus que quelques électifs à réaliser, ou bien un ou deux rattrapages à faire et son mémoire à passer et sa soutenance de mémoire à réaliser, eh bien, ça va être une année qui est beaucoup plus légère. Moi, je vois aussi pas mal d'étudiants, hein, vous voyez, Vincent, par exemple, de l'IESEG, mais j'ai échangé aussi avec un étudiant du BBA de l'EM Lyon. Ils profitent de leur dernière année pour en fait avoir la possibilité de faire un stage à temps partiel dans une entreprise. Et donc finalement, ils font d'une année qui n'était pas absolument complète, une année avec en fait encore plus d'expérience. Et ça leur permet d'avoir un peu un premier pas dans la vie professionnelle. Donc je pense qu'il faut s'accommoder d'emplois du temps qui ne sont pas toujours parfaits. Il y a des grosses promotions, donc des élèves qui doivent un peu se suivre les différents jours de la semaine. Mais globalement, moi, j'ai eu assez peu de plaintes des élèves sur un rythme trop faible. En tout cas, ils étaient plutôt satisfaits de la densité de cours. Merci. Je vous en prie. Mince. Je vous remercie beaucoup. Passez une très bonne soirée. Vous aurez le replay dès demain. Au revoir.